Bien, la séance d'aujourd'hui, on va aborder une nouvelle technique algorithmique pour résoudre des problèmes difficiles qui s'appelle le branching. Et on va voir aussi un nouveau problème qui est un problème d'optimisation que vous pouvez rencontrer en pratique dans pas mal de situations. Ce problème, c'est le problème du stable maximum dans les graphes. Okay. Donc jusqu'à maintenant on a travaillé dans les graphes, on a fait des flows dans les graphes et des coupes dans les graphes, on fait encore quelque chose dans les graphes, mais c'est un petit peu la dernière fois, ou presque. On en refera peut-être un problème de graphe à la fin, mais après là on va passer sur des styles d'objets qui sont différents. Okay. On va optimiser des choses sur des choses qui sont plus des graphes. Donc c'est un peu la dernière fois qu'on fait des histoires de graphes. Et je vais vous expliquer ce que c'est un stable maximum. Et comme je vous ai dit dans le cours, il y a deux points d'entrée. Vous montrer les techniques. Cette technique de branching, elle n'est pas utile que pour ce problème, elle est utile pour milliards de problèmes. Et ce problème, c'est un problème qui sert à modéliser beaucoup de situations. Donc les deux sont intéressants pour vous à connaître. Je vous ai dit aussi dans l'introduction du cours qu'on allait souvent s'attaquer à des problèmes difficiles. Donc c'est le cas aujourd'hui. Le premier problème qu'on a fait, c'est le seul problème là qui n'est pas difficile. C'est-à-dire qui n'est pas NP complet. Le problème du flow maximum, coupe minimum. C'est le seul qu'on verra ensemble qui n'est pas NP complet. Ce qui fait l'intérêt de ce problème, parce que je vous ai dit, ce problème, il a quand même un pouvoir de modélisation qui est très fort. Vous ne l'avez pas vu en plein, parce qu'on doit encore faire un exercice sur la feuille de TD précédente. On va faire un exercice qui vous montrera que les flows, le problème du flow, on peut l'utiliser pour répondre à des questions qui a priori n'ont rien à voir avec le flow, parce que ce n'est pas du tout formulé en termes de flow. Des affectations optimales entre différents... là, nous, on fera avec des patients et des hôpitaux. Donc, en général, on s'attaque à des problèmes difficiles. Aujourd'hui, c'est le cas, comme dans un peu toute la fin du cours. Et en général, je vous ai dit, ce qu'on va voir, c'est comment relâcher certaines choses pour arriver à avoir des algorithmes efficaces. Qu'est-ce que je veux dire par là? Problème difficile NP complet, ça veut dire que si vous avez un algorithme qui résout de manière exacte le problème, il ne peut pas, enfin c'est pas qu'il ne peut pas, c'est que dans l'état actuel des connaissances, on pense qu'il ne peut pas être mieux qu'exponentiel en complexité. Pourquoi on pense ça? Parce qu'on pense que P est différent de NP, mais en fait on ne sait pas le prouver. Okay. Donc, comme ces problèmes ils sont NP complets, on ne connaît pas de meilleure solution que des algos exponentiels. Algos exponentiels, on va en parler aujourd'hui, vous allez voir en pratique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut attendre des lustres pour avoir la réponse, même sur des petites instances. Donc, en général, ce qu'on fera, c'est qu'on relâchera ça. On dira, ok, je ne veux peut-être pas la réponse exacte, j'ai peut-être pas besoin de la réponse exacte. Si vous me garantissez que vous me trouvez l'optimum à un facteur 2 ou 3 après, ça me va. Dans ces cas-là, quand on fait ça, quand on relâche cette contrainte, on peut avoir des algos qui sont polynomiaux en complexité, donc ils vont tourner assez vite pour traiter des grosses instances. Ou alors on relâchera le fait que, ok, je voudrais la réponse exacte, mais je ne suis pas obligé de l'avoir tout le temps. Si vous me garantissez à 99% que la réponse est exacte, ça me suffit, tant pis si dans 1% des cas, la réponse n'est pas correcte. Ça, c'est les algos probabilistes qu'on a déjà vus. On a fait les algos probabilistes pour la coupe mine. Donc en général, on relâche quelque chose. Aujourd'hui, on ne lâche rien. On veut la réponse exacte au problème. On veut le stable maximum. Point. On veut un stable maximum parce qu'il y en a plusieurs, mais on veut le cardinal, la taille d'un stable maximum. Du coup, conclusion, quelle est la complexité de l'algo? Ça c'est sûr. Je veux la réponse exacte au problème. Le problème est NP complet. Je vais vous faire un algo qui est comment? Exponentiel, d'accord? Je ne peux pas vous faire un algo polynomial. Si je vous fais un algo polynomial, c'est une révolution. Vous savez que ce problème ouvert, il est très 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 important. Ça fait maintenant une 50aine d'années qu'il est ouvert et que d'ailleurs il y a un prix dessus. Il y a une association de mathématiques aux États-Unis qui a mis $1 million sur le truc. Donc si aujourd'hui je vous fais un algo polynomial, on gagne $1 million. Partagé entre nous, donc ça fait un peu moins, mais on gagne beaucoup quand même. Donc l'algo est forcément exponentiel. Donc qu'est-ce que c'est le problème du stable maximum? En plus, oui, donc j'ai dit des bêtises, parce que si jamais on répond aujourd'hui qu'on trouve un algo polynomial pour un problème qui est NP complet, on gagne beaucoup plus d'$1 million. D'ailleurs, on ne va même pas voir l'association de mathématiques aux États-Unis, parce que ça aurait des applications tellement énormes
dans tous les domaines, à commencer par tous les trucs d'optimisation qui se font en industrie, etc., qu'on gagnerait beaucoup plus que ça. Parce que si vous résolvez un problème NP complet par un algorithme polynomial, vous les résolvez tous par un algorithme polynomial. Parce que les problèmes NP complets, ils se ramènent tous les uns aux autres par des transformations polynomiales. Donc en fait, si vous répondez oui, ça a beaucoup plus de conséquences que si vous répondez non. Si vous répondez non, on dit bravo, personne n'avait réussi à faire ça en mathématiques, à trouver la technique de preuve pour prouver ça, mais tout le monde le savait. Si vous répondez oui, là, on va relire 50 fois ce que vous avez fait et chercher où est-ce que c'est faux. On ne vous croit même pas si vous répondez oui. D'accord ? Ça serait vraiment surprenant que la réponse soit oui. Et puis en plus, ça ferait des retombées pour l'informatique qui seraient phénoménales. Donc en fait, si jamais on fait un algo polynomial, aujourd'hui, on gagne beaucoup plus qu'un mis en chacun. Donc le problème du stable maximum, il s'énonce comme ça, il est dans les graphes simples qui sont non orientés et sans boucle. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ce charabia, ça veut dire qu'on a des sommets et des liens entre eux qui ne sont pas orientés. C'est des arêtes qui n'ont pas de sens. Et il n'y a pas de boucle, ça veut dire que je m'interdis de mettre des liens qui vont d'un sommet vers lui-même. Okay ? Et il n'y a pas d'arête multiple, c'est ça que veut dire le simple. Okay ? Il n'y a pas d'arête multiple. Donc c'est des graphes qui sont comme ça, comme ceux qu'on a pris pour la coupe mie. Et un stable dans un graphe, c'est un sous-ensemble de sommets qui n'ont aucune arête entre eux. Je prends un ensemble de sommets tel que entre deux de ces sommets, n'importe lesquels, il n'y a pas d'arête. Okay ? Un stable maximum, devinez ce que c'est. C'est un stable qui est le plus gros possible, avec le plus de sommets possible. Exemple, de suite. Premier stable que je trouve. AD. Attends, je ne vais pas le dessiner comme ça, je vais le dessiner comme ça. AD, voilà. Ça, c'est un ensemble de deux sommets qui n'a pas d'arête. Entre tous les sommets de cet ensemble, il n'y a aucune arête. C'est facile, il n'y a que deux sommets. Un autre stable que j'aurais pu trouver, par exemple, c'était celui-là. Celui qui est entouré en bleu. Donc, premier stable égale AD. Ok, ça, c'est un stable. Je viens de vous en montrer un autre qui est S2 et qui est BDF. Voilà des stables. Moi, ce que je cherche, c'est... Donc, pourquoi c'est stable ? Parce que vous voyez qu'entre BF, il n'y a pas d'arête, entre BD, il n'y a pas d'arête, entre DF, il n'y a pas d'arête. Prenez n'importe quel couple de sommets dans cet ensemble que je vous donne, il n'y a pas d'arête. Ça, c'est un stable. Donc, ce que je veux, c'est le stable de taille le plus grand possible. D'accord ? Donc, problème très très simple à énoncer. Une remarque qui a son importance, c'est que si vous vous rappelez dans le cours dans le TB sur les flots, j'ai corrigé un maximal en maximum. Je dis je me suis trompé. J'ai mis maximal, c'est maximum. C'est pas juste une question de grammaire ou de langue, hein, si j'ai corrigé. C'est parce que ça a son importance en mathématiques. Vous allez voir. La notion de maximal, en général, quand on dit maximal, ça veut dire maximal pour l'inclusion. Okay ? Alors que maximum, je parle de maximum pour la taille. Donc maximum pour la taille, il n'y a toujours qu'une taille maximum. Il peut y avoir plusieurs objets qui ont cette taille maximum, mais il y a une taille maximum. Et maximal, c'est maximal pour l'inclusion. Vous allez voir qu'ici, ça n'a rien à voir. Par exemple, si je reprends celui que j'avais fait, le stable AD. Bon, il n'est pas maximum, je vous ai montré qu'il y en avait un qui était plus gros. Est-ce qu'il est maximal ? Maximal pour l'inclusion. Ça veut dire, est-ce que je peux trouver un stable qui le contient et qui le contient strictement, qui contient AD et quelque chose d'autre ? Est-ce que je peux rajouter un sommet, ça veut dire, dans ce stable ? Non, je ne peux pas parce que B est adjacent à A, donc ça ne ferait pas un stable, d'accord ? C est adjacent à D, donc ça ne ferait pas un stable. E est adjacent à D et F est adjacent à A. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous ai pas donné d'exemple de trucs qui n'étaient pas instables. Ben voilà, quelque chose qui n'est pas instable, par exemple, c'est ça. Ça, je vais l'appeler comment cet ensemble ? Je vais l'appeler A. A n'est pas instable. Ok ? Ça, c'est A. C'est pas instable. Pourquoi ? Parce que entre les sommets de A, il y en a un endroit où il y a une arête. Entre B et C, il y a une arête. Ok, il n'y en a pas entre B et E, il n'y en a pas entre C et E, mais il y en a une là. Donc vous voyez qu'on ne peut pas ajouter de sommet à A et D, sinon on va récupérer une arête.
Donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce stable que j'avais appelé tout à l'heure S1, il est maximal sans être maximum. D'accord? Et j'avais montré un stable S2 qui lui était maximum. Alors si on est maximum, par contre, ça doit être clair pour vous, si on est maximum, on est maximal. Parce que si je suis maximum, il n'y en a pas de plus gros en taille. Donc ça veut dire en particulier qu'à celui-là, je ne peux rien lui rajouter. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. Peut-être je vous trouve un stable auquel on ne peut rien rajouter, mais en fait, si on change complètement les sommets qu'on prend, on peut en trouver un plus gros. Okay? Donc voilà, donc différence entre maximum pour la taille, pour la cardinalité, comme je dis quand je parle souvent, et maximal pour l'inclusion. C'est pas pareil. Mais maximum implique maximal. L'inverse est faux. Donc nous, ce qu'on a, c'est qu'on nous donne un graphe G qui est simple, etc., non orienté et sans boucle, et on veut un stable maximum de G. C'est ça la sortie de l'algo. Ça, c'est un problème ultra classique que vous allez retrouver partout. Pourquoi? Parce que ça sert à modéliser de façon plus générale les incompatibilités entre des éléments. C'est-à-dire qu'on forme des graphes avec les arêtes entre les deux graphes, entre les sommets. Ça veut dire que ces sommets ont une forme d'incompatibilité. Et nous, on veut trouver le sous-ensemble de sommets maximum qui soit compatible. Exemple de cas concret de qu'est-ce que ça veut dire la compatibilité ou l'incompatibilité. Si je veux savoir, il y a des CM, des TD et des TP qui sont proposés dans tous les cours, d'accord, au cours de la semaine. Si je veux savoir quel est le nombre maximum de séances auxquelles vous pouvez assister pendant cette semaine, ce que je peux faire, c'est que je peux former un graphe où les sommets, c'est les séances, soit de CM, soit de TD, soit de TP, et je mets une arête entre deux sommets s'il y a un chevauchement. Soit elles sont sur le même horaire, soit elles ont une partie de l'horaire en commun, c'est-à-dire vous ne pouvez pas assister entièrement aux deux. D'accord ? Et donc, si je veux savoir le nombre maximum de séances complètes que vous pouvez voir dans la semaine, eh bien je résous exactement le problème du stable maximum dans les graphes. Okay? Il y a plein d'autres situations où l'incompatibilité qui est codée dans les arêtes, c'est complètement autre chose. D'accord ? Là, c'est un exemple d'école. Donc voilà pourquoi ce problème il est important et pourquoi on le retrouve souvent en modélisation. C'est parce que ça modélise l'incompatibilité et qu'on veut souvent trouver des ensembles maximaux d'éléments qui sont compatibles entre eux. Comme je vous ai dit, ce problème il est NP complet. Ça veut dire, comme je l'ai détaillé, qu'avec les connaissances qu'on a, puisqu'on pense que P est différent de NP, ça veut dire qu'il y a une forte présomption qu'il n'y ait pas d'algo polynomial pour le résoudre. Donc on pense que P est différent de NP, mais on n'en est pas sûr. Si c'est différent, en tout cas, il n'y a pas d'algo polynomial pour résoudre ce problème. Alors, une petite remarque que je voudrais faire avec vous, c'est que si vous regardez ce problème comparé au problème du flow, on s'aperçoit que ce n'est pas facile de prédire a priori, juste avec la définition du problème, quelle est la difficulté du problème. Parce que ce problème que je viens de vous présenter, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve extrêmement simple. D'accord ? Vous avez un graphe, je vous demande des sous-ensembles de sommets qui n'ont pas d'arête entre eux, c'est presque l'objet le plus simple que je peux définir sur un graphe. Et je veux le truc maximum pour ça. Bon, ça paraît très très simple comme problème. A l'inverse, le flow, c'est très compliqué, d'accord ? On voit de suite que on peut envoyer du flow de tous les côtés, il faut optimiser, les chemins ils peuvent se rejoindre, etc. Déjà, la définition elle est beaucoup plus complexe, et puis on sent qu'il y a quand même pas mal de latitude dans ce problème. Ouais, ben, il se trouve que le flow, c'est un problème facile à résoudre. On a fait des algos polynomiaux pour ça, alors que le stable maximum, c'est peut-être très facile à énoncer, mais c'est pas du tout facile à résoudre. Donc c'est un peu contre-intuitif, parce que ça paraît tellement simple comme objet qu'on se dit oui, sur un truc simple comme ça, on va arriver à faire un bel algo. Non, ça c'est NP complet. Donc aujourd'hui, on va faire un algo exponentiel pour ça. Et du coup, j'ai pas dit, mais qu'est-ce que c'est l'objet du cours? Sur quoi on va se battre aujourd'hui si on fait un algo exponentiel? On va pas se battre pour avoir de la complexité polynomiale, du coup, on va se battre sur faire une petite exponentielle. D'accord? On peut le résoudre de façon simple, avec une approche un peu naïve dans une certaine complexité, on va comparer de suite. Et nous, on va se battre pour faire chuter l'exponentielle pour qu'on puisse quand même le faire sur quelque chose qui soit un peu plus gros. Mais exponentielle, ça reste quand même très limité. Vous allez voir. Donc justement, comparons-nous immédiatement. À quoi on va se comparer? On va faire ça tout le temps, à partir de maintenant. À chaque fois que je vous donne un problème difficile, ça veut dire quelque part, je ne peux pas vraiment dire ça, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas d'algo malin.
En tout cas, si malin veut dire polynomial. Donc, déjà, on va faire des algos exponentiels si on le résout de façon exacte. Donc, déjà, on peut se comparer. Est-ce que vous avez un algo tout court? C'est la première question. C'est ça qu'on appelle l'approche brute force. Est-ce que déjà, vous pouvez résoudre le problème, quitte à utiliser des ressources de calcul en temps, par exemple, qui sont très grandes. Okay. Donc, pour se comparer à l'approche entre guillemets naïve. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un algo brute force pour résoudre ce problème? Est-ce que vous avez une idée? Comment je peux résoudre ce problème? J'ai déjà mis un truc. Mais il y a toujours une façon simple de faire. Oui? On déploie des choses possibles en entier et après on parcourt cet arbre vers la solution. Oui, je suis d'accord, sauf que c'est pas forcément un arbre, justement. Et le premier truc plus simple, c'est qu'on va les énumérer. Donc on vous demande quel est l'objet qui optimise tel truc. L'algo naïf brute force, c'est toujours on énumère tous les objets, on calcule le truc qu'on cherche à optimiser et on garde celui qui a obtenu le meilleur objectif. On peut toujours faire ça. On peut toujours faire ça si on est capable, en effet, d'énumérer tous les objets qui nous intéressent. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'énumérer tous les stables maximum? Comment est-ce que vous feriez? Alors tu parlais d'arbres, mais si c'est un arbre déjà c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas une façon très simple de les énumérer? Ouais, comment on construit cette liste? Comment vous feriez si vous voulez énumérer tous les stables maximum? Donc là par exemple je mets tous les sommets du graphe, ils sont là, voilà. Je ne mets pas les arêtes. Oui? On part d'un sommet et du coup on va regarder pour avoir le stade maximum. On va regarder pour chaque sommet les connexions qu'il a avec les autres sommets. Pas assez naïf. Il faut que tu sois plus naïf. Pour l'algo brute force. Oui. Pour chaque sommet, on dit si oui ou non on le met dedans. Exactement. Voilà. Donc on décide pour chaque sommet si oui ou non on le met dedans. D'accord. Celui-là, je décide que je le mets, par exemple. Je vais coder ça avec un 1. Celui-là, je le mets pas. Je mets 0. Celui-là, je le mets pas. Celui-là, je le mets. 1. Celui-là, je le mets. 1. Voilà. Ok. Donc ça, comme ça, on va étudier toutes les possibilités. En fait, ça revient du coup, si je le code par un bit à 0 et 1 pour chaque sommet, si j'ai n sommets, ça revient à énumérer les mots sur n bits. Donc ça revient à compter de 0 à 2 à l'exposant n moins 1. Okay. Ça, c'est tous les nombres que je peux faire avec n bits. D'accord. Le nombre maximum que je peux faire, c'est 2 exposant n moins 1. Et voilà, donc je peux compter de ça, et à chaque fois j'interprète que s'il y a un 1, je prends ce sommet, s'il y a un 0, je ne le prends pas. Okay. Et je regarde tous les ensembles, comme ça. D'accord? Je regarde tous les ensembles, pour chacun d'entre eux, je teste si c'est instable, parce qu'ils ne sont pas tous admissibles. Je teste, donc je prends chacun des sommets, je regarde entre eux s'il y a des arêtes ou pas, et je regarde sa taille, et je garde celui qui n'a pas d'arête, qui est de taille maximum. Okay. Ça, c'est vraiment brute force. Vraiment très simple comme algo. Donc, la complexité de faire ça, qu'est-ce que ça vaut? Ben, ça vaut... déjà, on va devoir regarder tous les ensembles de sommets qu'on a formés. Donc, on a dit, il y en a combien? Il y en a 2 exposant n, de sous-ensembles de sommets. Pour chacun d'eux, je dois tester si c'est instable. Comment vous feriez pour tester si c'est instable? Je vous donne un graphe, un sous-ensemble de sommets. Je veux savoir si c'est instable. Comment vous faites? Oui. Oui, mais algorithmiquement, comment vous y prendriez? Oui. On fait un while. Ça sûrement, avec un while, on peut faire plein de trucs. On met un booléen et puis on teste si c'est faux dès qu'il y a un sommet qui a... Mais tu t'en servirais pour faire quoi ton while? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une boucle sur quoi là? On fait une boucle sur le graphe. Ouais, mais c'est-à-dire plus précisément? Sur l'ensemble en fait, sur l'ensemble des cas possibles. Non, je dirais pas ça. Peut-être, mais je dirais pas ça non plus. Sur quoi? Ouais, sur? Oui, on va parcourir toutes les listes d'adjacence. Vous parcourez toutes les listes d'adjacence, vous allez voir toutes les arêtes du graphe. À chaque fois, pour les 2 sommets, vous vous posez la question, est-ce qu'ils sont tous les 2 dans mon ensemble?
Donc par exemple, on pourrait commencer par, je vous donne l'ensemble, vous colorez tous les sommets, vous attribuez un attribut en plus, une couleur à chacun des sommets de votre ensemble, d'accord? On a dit on les met tous en vert. Ensuite, je parcours les listes d'adjacence du graphe. Donc ça veut dire je vais voir toutes les arêtes du graphe, que ce soit la liste d'adjacence ou la liste des arêtes, n'importe quoi, je m'en moque en fait, je veux parcourir toutes les arêtes, et pour chacune des arêtes, je regarde, s'il y a les deux sommets verts, paf, je rejette, je dis c'est pas instable. Si les deux extrémités de l'arête sont vertes, je dis c'est pas instable. Okay, donc ça c'est la complexité de quoi? De faire un parcours des arêtes du graphe, et ça se fait en n plus m. C'est la même chose que les parcours en largeur, que les parcours en profondeur, que ce que vous voulez. Donc nous on pourrait faire ça pour chacun des deux exposants n sous-ensemble de sommets. Ça nous donnerait une complexité qui s'écrit comme ça. J'ai supposé quand même là-dedans qu'on était capable de passer d'un sous-ensemble de sommets à l'autre en temps constant. Ce qui n'est pas tout à fait évident quand vous comptez. Si vous ajoutez plus 1 à chaque fois, il y a quand même des retenues qui se propagent, etc. Donc que ce soit en temps constant à chaque fois, c'est pas évident. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Il faut une fonction d'énumération, et j'ai supposé que la fonction d'énumération elle ne coûtait pas plus cher que le nombre d'ensembles qu'elle numérait, ce qui déjà est à vérifier quand même. Ok? Oui. Ça c'est avec des codes binaires réfléchis qu'on tout ça? Il y a des techniques pour faire ça, mais honnêtement je ne sais plus ce que c'est je pense qu'il y a des trucs plus simples que ça, mais déjà je pense que l'analyse en amorti des retenues, je pense qu'elle donne quand même du temps constant en moyenne, ce qui nous suffirait, mais je ne sais plus quelle est la façon simple et direct de faire ça. Mais après il y a des histoires de comment ça s'appelle là, les codes de Gray ou quoi là, les trucs qui énumèrent de façon continue en changeant un seul bit à chaque fois. On pourrait aussi utiliser ça. Ok, et donc du coup donc la complexité c'est ça, mais nous on peut aussi la noter. Je ne vais pas utiliser souvent cette notation, mais elle a son importance quand même dans le domaine des algos exponentiels exacts. C'est que dans l'étoile, donc dans le grand taux, on oublie toutes les constantes, comme 1000. Dans l'étoile, on oublie en plus tous les polynômes, comme n plus m, comme m à l'exposant 400. D'accord? Quand j'écris grand taux étoile de 2 à l'exposant n, ça veut dire que j'ai gardé que la partie exponentielle, et en fait, en vrai, elle est multipliée par un énorme polynôme. Ici, le polynôme, c'est n plus m. Okay? Mais on s'en moque parce que les polynômes sont négligeables devant l'exponentielle. Donc par exemple, j'espère que vous avez en tête qu'un énorme polynôme, P de n, mettons qu'il est très gros, ça fois ça, c'est quand même plus petit, c'est négligeable devant ça. Okay, le truc qui guide, c'est avant tout la base de l'exponentielle. Parce que là, tout polynôme, il est négligeable devant une exponentielle. Donc lui, même ça, là, c'est un poids beaucoup plus petit, négligeable devant un truc comme ça, même sans le polynôme. Okay, donc voilà pourquoi nous, on se base sur la base de l'exponentielle. Aujourd'hui, on va se battre, donc on a trouvé un truc qui est en 2 à l'exposant n, grosso modo, et on va se battre pour faire tomber le 2 à un truc plus petit. Et on va faire du 1,45 à l'exposant n. C'est ce qui est marqué en dessous. On va faire un algo exponentiel qui soit plus rapide et qui soit en grand taux de 1,45 à l'exposant n. Pour ça, on va utiliser la technique du branching et on va s'appuyer sur deux petites propriétés très très simples des stables. Ok. Alors d'abord, regardons le gain que ça fait de passer de 1,45 à 2 à l'exposant n. On va calculer ça en pratique parce que je veux que vous ayez en tête en fait pourquoi on se base sur ces trucs-là. Qu'est-ce que ça fait gagner en pratique? Sur des graphes de combien je vais arriver à résoudre le problème? Avec 2 exposant n et avec 1,45 à l'exposant n. Donc j'ai fait le rapport entre les deux. Entre 2 à l'exposant n et 1,45 à l'exposant n. Vous voyez, ça fait grosso modo 1,38 à l'exposant n. Ok. Petite application. Donc ça veut dire que quand je fais un algo en 1,45 à l'exposant n, c'est 1,38 à l'exposant n fois plus rapide que si j'avais fait l'algo brute force. Donc mon algo malin, il va être
1.38 à l'exposant n fois plus rapide que l'algo brute force. Ça veut dire pour n égale 100, ça fait combien? Eh bien, on va regarder exposant 100. Donc 100, c'est un petit graphe. Hein. D'accord? Si je prends n égale 100, c'est un tout petit graphe. D'accord? Il est 90 millions de millions fois plus rapide. 90 000 milliards de fois plus rapide. Pour 100 sommets. Donc vous voyez que cette amélioration qui peut paraître pas incroyable sur l'exponentielle, vu la croissance de l'exponentielle, ça fait une accélération qui est énorme en fait, même pour un petit graphe de 100 sommets. Okay. Alors là où le bas blesse, c'est que vous allez voir, en fait, c'est illusoire de penser qu'on va traiter des graphes de 100 sommets. Quand je dis, alors en pratique oui, mais je vais en parler après. Mais quand je dis que les algos exponentiels, c'est vraiment très limité la taille des données qu'on peut traiter avec, 100 sommets, vous allez voir que c'est déjà gros. Parce que si on veut savoir, avec mon algo en 1.45, je peux traiter combien de sommets? D'accord? Ça veut dire, moi je vais prendre 1.45 à l'exposant n. Ça c'est le nombre d'opérations élémentaires que je vais faire. Alors je vais vous donner un ordre de grandeur. Quand on fait des algos quadratiques, parce que ça des fois j'en fais, des algos quadratiques, et je les fais tourner pendant une semaine ou deux, je sais que j'arrive à traiter à peu près des n de l'ordre de 100 000. 100 000 j'y arrive, 1 million j'y arrive pas, on va dire. En gros c'est ça la barrière. Avec une semaine de calcul sur un ordinateur, sur une belle machine, mais pas non plus un super calculateur, quoi. Donc on va prendre ça comme repère. Donc 100 000 au carré, ça nous fait 10 à l'exposant 5, ça nous fait 10 à l'exposant 10. Allez, j'en rajoute un ou deux, je fais 10 à l'exposant, je fais large. Je fais comme si j'arrivais à faire 1 million, d'accord? Je fais 10 à l'exposant 12. Mais 1 million, je sais que ça passe pas en général. Combien il vaut le n? Mais je passe au log. Log de ce truc-là, ça fait n fois log de 1.45 égale log de 10 à l'exposant 12. Okay, donc ça fait n égale log de 10 à l'exposant 12 sur log de 1.45. Je laisse les logs parce que je ne sais pas dans quelle base je vais faire le log. Donc je vais le faire ici. Si je prends le log de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mettre des parenthèses pour être sûr qu'il me calcule ce que je veux quand même, divisé par, on a dit quoi, le log de 1.45. Alors là, ça va me dire le n que je peux espérer traiter. Est-ce que je vais arriver jusqu'à 100? Suspense. 75. Et je pense que c'est optimiste, comme je vous ai dit. Je pense que c'est optimiste parce que j'ai considéré que je pouvais traiter des trucs quadratiques de 1 million et c'est pas tout à fait vrai. Et ça prend une semaine ou deux de calcul déjà. Donc pour n à l'exposant 60, donc pour n égale 75, peut-être on va arriver à le faire avec notre algo en 1.45 à l'exposant n. D'accord? Donc je refais une nouvelle application numérique. Je veux savoir j'ai gagné combien de temps pour ce n75 sur l'algo en 2 exposant n. J'ai gagné combien? J'ai gagné 1.38 à l'exposant 75 finalement. J'aurais pas dû faire avec 100, j'aurais dû faire avec 75. J'ai gagné combien? J'ai gagné seulement 31 000 millions. Ouais, 31 milliards. Il est 31 milliards de fois plus rapide. Donc ça veut dire que si je le fais en 1 ou 2 semaines pour mon graphe à 75 sommets avec notre algo en 1.45 à l'exposant n, je le fais en combien de temps avec l'algo en 2 exposant n? Si je le fais en 1 semaine avec mon algo en 1.45 exposant n, je le fais en combien de temps avec 2 exposant n? En 31 milliards de semaines seulement. Donc en vrai, je ne le fais pas. Okay. Du coup, vous voyez que la limite qui est posée par la complexité exponentielle, elle est très aiguë. Elle est très forte. Okay. Un autre truc pour lequel on pourrait s'en apercevoir, c'est on dit ok, j'ai réussi à traiter 75. On dit bien quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Je peux peut-être arriver à traiter 80, quoi. J'attends un peu plus longtemps. Ok, j'ai attendu 2 semaines, mais je peux peut-être attendre 2 mois. Okay. Donc, j'ai traité 80. Et pour traiter 80, je vais devoir faire
attendre combien de temps plus? Je vais devoir attendre 1.45 à l'exposant 5 de fois plus. Combien ça fait ça? Ça fait 6 fois plus. Ouais, ça c'est faisable par exemple. Je vais attendre 3 mois. Ok. Si je veux traiter 10 sommets de plus, je vais attendre 1.45 à l'exposant 10 de plus. Voilà, déjà, ça commence à faire plus d'1 an. Là. 40 fois 2 semaines, ça fait 2 ans. Là, je ne vais pas attendre non plus. Hein. Un algo, avoir la réponse dans 2 ans, ça ne m'aide pas beaucoup. Okay. Surtout si c'était l'algo d'optimisation sur lequel vous comptiez pour lancer votre startup. En 2 ans, vous aurez déjà plus de fonds. Vous aurez mis la clé sous la porte. Donc, vous voyez que la limite, elle est très forte. C'est-à-dire qu'entre un nombre de sommets et 10 sommets de plus, qui peut paraître dérisoire, en fait, il y en a un que je peux, il y en a un que je ne peux pas. Il y en a un, c'est en 2 semaines, il y en a un, c'est en 2 ans. D'accord? Et si je vais jusqu'à 20 sommets, ben vous avez compris le coup, c'est en 40 fois 2 ans, donc c'est en 80 ans. Okay? Si je veux rajouter 20 sommets, c'est en 80 ans. Donc la limite, elle est vraiment très sharp. Je peux calculer jusqu'à là, mais pas un de plus. Donc c'est un peu, la barrière elle est très forte, c'est un peu frustrant. Et si on avait fait du 2 exposant n, alors on pouvait calculer sur combien? Parce qu'on a fait 75 sommets, on pouvait calculer sur ça, mais à la place du log de 1.45, je mets le log de 2, on pouvait calculer sur 39 sommets. D'accord? Donc j'aurais pu calculer sur n égale 39 avec l'algo en 2 à l'exposant n. Donc c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ne pas pouvoir le faire que sur 39 sommets, et pouvoir le faire sur presque 2 fois plus. C'est pas incroyable, mais si votre application, vous, c'est d'optimiser le truc sur 50, ça vous fait une grosse différence, parce que là, vous savez que vous ne pouvez pas le faire. Avec cet algo, vous ne pouvez pas le faire. Il le fait pour 40, mais il ne le fait pas pour 50. Pour 50, il vous demande 2 à l'exposant 10, égale à peu près 1024, pour être exact, fois plus de temps. Donc, une semaine ou 1024 semaines. D'accord? Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour pouvoir étendre un petit peu le domaine de validité en pratique de l'algo. Ok, donc on va se battre pour ça, mais vous allez voir, heureusement, peut-être vous trouvez que le gain n'est pas incroyable. J'espère vous avoir expliqué quand même qu'il est important dans certains cas. Mais vous allez voir qu'on ne va pas trop se battre non plus, donc ça va aller. Et 2 propriétés qu'on va utiliser, elles sont simplissimes. La première, c'est que si S est un stable et que j'ai X dedans, donc j'ai un stable qui contient X, évidemment que dans le stable S, il n'y a aucun des voisins de X. Ok, dans S, il peut y avoir plein d'autres trucs, mais il ne peut pas y avoir un des voisins de X parce que sinon, ça ne serait pas instable. Okay, donc ça veut dire que si, donc là on revient sur ce que tu suggérais au début, là, si jamais tu décides de mettre le sommet X dans le stable, tu sais d'emblée que tu peux enlever ses voisins. Ces voisins, ils ne seront pas dans le stable. Et on va se baser sur ça justement pour essayer de faire mieux que le brute force. Parce que le brute force, il est un peu bête, il considère tous les ensembles. Mais au milieu, il y a des ensembles qui ne sont même pas des stables. Deuxièmement, donc ça c'est pour être un stable. Deuxièmement, nous on s'intéresse à trouver des stables maximum. Donc en particulier maximaux pour l'inclusion. On peut remarquer que je prends n'importe quel sommet du graphe. Ok, j'ai un graphe. Je prends n'importe quel sommet. X, celui du milieu. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si j'ai un stable qui est maximum, alors ça suffit qu'il soit maximal pour l'inclusion, il doit forcément inclure soit X, soit un de ses voisins. Parce que s'il inclut ni X, ni un de ses voisins, moi je le fais plus gros en mettant X dedans. Je décide de prendre X s'il n'a pas pris. D'accord? Il n'était pas maximal. Si dans le stable, il n'y a ni les voisins de X, ni X, je peux ajouter X en gardant la propriété d'être instable, puisque X ne voit que ses voisins. Donc je ne vais pas rajouter d'arête dans mon ensemble. Vous êtes OK avec ça?
Voilà. Donc ça, c'est les deux propriétés qu'on va utiliser. C'est que dans un stable, on ne peut pas avoir les voisins des sommets qu'on a sélectionnés. Et on est obligé, si c'est un stable maximal pour l'inclusion, donc en particulier si c'est un maximum aussi, on est obligé de sélectionner au moins un sommet parmi x et tous ses voisins. Et pour tous les x du graphe. Vous prenez n'importe quel sommet dans le graphe, vous savez que dans votre stable, il y a forcément soit lui, soit un de ses voisins. Sinon, il n'est pas maximal pour l'inclusion. On va utiliser ces deux propriétés pour faire un algo qui soit plus rapide, du coup, qui soit en 1.45 à exposant. Et on va utiliser, comme on a dit, la technique du branching. Alors, comment ça marche, le branching? L'idée générale, c'est de faire une disjonction de cas qui va nous réduire la taille des problèmes. Donc, je vais partir d'un problème sur n sommets, je veux le transformer en résoudre plusieurs problèmes sur moins de sommets. Okay. Donc l'idée générale, c'est vraiment ça. Vous allez voir qu'après, ça a une structure arborescente. En effet, comme quelqu'un l'a déjà suggéré. Moi, je pars sur un problème avec n sommets. Je vais le casser par une disjonction de cas. Je vais dire, OK, le maximum, c'est le maximum que je vais atteindre parmi ces 4 plus petits problèmes. Et chacun des problèmes, je veux qu'il soit plus petit. Par exemple, celui-là, il aura n-2 sommets, celui-là n-3, celui-là n-1, celui-là n-4. Ok. Et moi, je veux ça. Pourquoi pas n-2, 2 fois n-2, voilà. n-2, n-3, n-2, n-4. Je veux le casser en plus petits problèmes. Et comment je vais résoudre ces petits problèmes? Pareil. Ok, je vais le casser. Je vais dire, j'ai une méthode pour, étant donné un problème sur tant de sommets, le casser en plus petits problèmes. Et donc, je vais le classer en plus petits problèmes. Alors, normalement, ce qui sera à peu près fixe, c'est le nombre de sommets qu'on enlève à chaque fois. Donc là, ça va faire n-4. n-2, -3, ça va faire n-5. Ici, j'en serai aussi à n-4. Et ici, j'en serai à n-6. Voilà. Et je fais ça pour tous. Ok? Et à chaque fois, ce que je prends, c'est que une fois que j'ai déterminé la solution optimale pour lui, pour lui, pour lui et pour lui, je prends la meilleure et c'est la solution optimale pour lui. D'accord ? C'est comme ça qu'on va faire la disjonction de cas. Donc, on va dire soit il faut faire comme ça, soit il faut faire comme ça, soit il faut faire comme ça, soit il faut faire comme ça. On résout le problème pour chacun des sous-problèmes et on garde la meilleure solution qu'on a trouvée. Oui. On part du sommet N qui est en haut, et après on descend agressivement pour trouver les solutions. Oui. Alors c'est pas un sommet ça, hein. C'est ça qu'il faut avoir compris. Ça c'est un graphe. J'ai représenté par une grosse patate, mais en fait c'est un graphe à n sommets. C'est un problème sur un graphe à n sommets, et je vais le transformer dans le même problème sur un graphe à n-2 sommets. On enlève des sommets. On fait diminuer, de façon plus générale, le branching ça marche pas que pour ça, on fait diminuer la taille du problème. Que ce soit les sommets d'un graphe ou autre chose, ou le nombre de variables dans une formule, on fait diminuer la taille du problème. Okay ? Donc je vais transformer mon problème de taille n, sur une instance de taille n, je veux le transformer par 4 problèmes sur des instances de taille plus petite. Okay ? C'est ça que je fais. Et je vais résoudre chacun des petits par la même technique. Je vais aussi les transformer en 4 problèmes sur un truc encore plus petit. Jusqu'à ce que j'arrive à un truc de taille constante. Et là, je sais le résoudre. Okay, quand je me retrouve avec résoudre le problème sur un graphe à 1 sommet, à 2 sommets et à 4 sommets, ça je sais faire. Du coup, on enlève au fur et à mesure jusqu'à arriver à voilà. stable et après on va voir après précisément pour le stable. Là, c'est l'idée générale. Oui. J'ai pas compris pourquoi n-2, -3, -2, -4 et pareil après -4, -5. Donc j'ai supposé. Alors, c'est un exemple, et j'ai supposé que la méthode qu'on allait avoir pour casser un gros problème en petits sous-problèmes, elle nous le cassait toujours en 4 sous-problèmes, et que dans chaque sous-problème, il y en a un où tu gagnes 2 sur la taille, il y en a un où tu gagnes 3, il y en a un autre où tu gagnes 2, et il y en a un où tu gagnes 4. Donc j'ai supposé que... C'est arbitraire, complètement. Okay, donc j'ai supposé qu'on avait une méthode comme ça, et je l'ai réappliquée après à celui-là. J'ai dit, ok, j'ai une méthode qui, étant donné un problème de taille k, me permet de le résoudre en k-2, k-3, en 4 petits problèmes, et du coup j'ai fait n-2, -2, n-2, -3, n-2, -2, n-2, -4. Yes. Voilà. Okay. Mais c'est un exemple. Vous allez voir qu'après on va instancier le truc. Déjà on va donner la méthode. Pour le cas du stable maximum, on va donner c'est quoi la méthode pour passer à des problèmes plus petits. Ok, donc l'idée générale de l'approche, c'est ça. Pour stable maximum, comment on fait?
on va utiliser la deuxième propriété pour commencer. On a dit que pour n'importe quel sommet x, ce qui était sûr, c'est que dans le stable maximum, il y avait soit x, soit un de ses voisins. Ben, ça va être ça, mes 4 cas là. Ça va être soit je mets x, soit je mets un de ses voisins. Et je vais regarder tous ces cas. Okay. Donc il n'y en a pas forcément 4, ça dépend du nombre de voisins de x, mais je vais regarder tous ces cas. Donc, je considère pour chaque sommet y qui est pris, donc je prends un sommet x arbitrairement. Après, à la fin, je ne vais pas le prendre arbitrairement, mais au début, je le prends arbitrairement. Okay, c'est un sommet x du graphe. Je regarde x et ses voisins, et je vais faire un cas pour chacun des sommets y qui sont soit x, soit un de ses voisins. Je mets y dans la solution, okay, et je retire y et ses voisins du graphe. Alors, je vais faire un vrai. Okay, je vais faire un vrai sur un graphe. Donc, j'ai choisi ce somme x. Donc, je fais la discussion sur ce somme x. Ça ne veut pas dire que je le mets dans le stable. Hein. Je discute sur x. D'accord ? Donc, j'ai choisi x, c'est lui. Je discute. Et je discute en disant quoi ? Je dis, c'est sûr que dans toute solution, il y a forcément soit x, dans toute solution maximum, il y a soit x, soit a, soit b. Ok ? Donc ça, c'est mon gros problème initial. On va dire à n sommets. On va pas dire à n. On va faire le vrai truc. Hein. Il y a combien de sommets ? Il y en a 4, il y en a 8. Donc c'est mon problème initial à 8 sommets. Je vais faire combien de cas ? Combien de cas je fais ? 3 cas. J'ai dit, dans toute solution, il y a soit x, soit a, soit b. C'est ce que me donnait la deuxième propriété. Vous vous rappelez ? Celle du bas, elle dit que dans tout stable maximum, il y a soit x, soit un de ses voisins. Donc j'y vais, je sais qu'il y a soit x, soit a, soit b. Parce que j'ai choisi x, moi. Donc je fais 3 cas. Il y a soit x, soit a, soit b dans le truc. Si je décide de mettre x, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, je le prends dans le stable, et je dégage du graphe A et B, parce que je sais par la première propriété que si j'ai pris x dans le stable, c'est impossible que je mette aussi A et B. Donc c'est tout, je fais ça. Je me retrouve avec un graphe à combien de sommets ? 5. La taille du sous-problème, c'est 5. Il faudra le résoudre sur ce truc de taille 5. Okay. Si à la place de mettre x, j'avais décidé plutôt de mettre A. Attendez, est-ce que je peux revenir en arrière ou pas ? Ouais, à moindre frais. Je vais décider plutôt que c'est pas x que je vais mettre, ça c'était le premier cas. Maintenant je vais mettre a. Donc je mets a. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je dégage tous ses voisins. Je dégage x, je dégage b, je dégage d, je dégage e. Et je me retrouve avec un graphe à combien de sommets ? Ah oui, bien sûr, lui il n'y est plus non plus, puisque ok, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans le stable, je l'enlève aussi du graphe. J'enlève du graphe celui que je mets dans le stable et ses voisins. C'est ce que dit ça. Donc si je reste avec 3. Okay. Donc là j'ai fait moins 5. Là j'ai fait moins 3. Là j'ai fait moins 5. Okay. Il faut résoudre maintenant le problème sur ce plus petit graphe à 3 sommets. C'est quoi le troisième cas ? Le troisième cas, c'est celui où j'enlève B. Donc je décide que c'est B que je vais mettre dedans. Je dégage ses voisins. Je dégage X, je dégage A, je dégage C, je dégage G. Je me retrouve avec un graphe à 3 sommets, encore une fois. Okay. Voilà. Et maintenant, je dois, pour chacun de ces cas que j'ai formés, je dois encore résoudre le problème. Donc là, je suis avec un graphe à 3 sommets qui est là. C'est ma nouvelle instance et je fais pareil. Je choisis un sommet X sur lequel on va discuter. Alors lequel vous voulez discuter ? Ils sont tous pareils de toute façon, ils sont vraiment équivalents parce qu'ils ont les mêmes voisinages entre eux. Je prends x par exemple qui égale e et je refais la disjonction de cas. Je vais mettre soit x, soit un de ses voisins. Donc là pareil, il a 2 voisins, donc il va encore y avoir 3 cas. Ce qui ne sera pas toujours le cas, ça dépend vraiment du nombre de voisins qu'il a, le sommet que j'ai choisi, d'accord ? Donc si je mets x, je vais me retrouver avec un graphe qui est comme ça. Si je mets d avec un graphe qui est comme ça. Donc en fait là dans tous les cas je vais me retrouver avec des graphes qui ont 0 sommet. Parce que vous voyez quand je mets x, je dégage ses voisins, il n'y a plus rien dans le graphe. 0 sommet. Ok. 0 sommet. Et du coup, j'en déduis l'optimum. Alors comment je déduis l'optimum ? Faisons aussi l'exemple.
Ici, là, c'est facile. C'est quoi le stable maximum dans un graphe qui a 0 sommet? C'est 0, voilà, c'est l'ensemble vide, et c'est du coup 0 en termes de cardinalité. Donc là, la meilleure solution, c'est 0. Là, la meilleure solution, c'est 0. Là, la meilleure solution, c'est 0. Donc ici, c'est quoi la meilleure solution? Ben, c'est soit 0 plus x, parce que là, c'était x que j'avais mis, ça fait 1. Soit c'est 0 plus d, ça fait 1 aussi. Soit c'est 0 plus celui-là, ça fait 1. D'accord? Parce que dans cette branche-là, j'ai mis f dans le stable max, plus j'ai réussi dans le sous-problème à mettre 0 de plus. Donc en fait, ici, l'optimum, c'est 1. Ici, l'optimum, c'est 1. Alors, il faudrait voir sur les autres graphes ce que c'était. Ok? Est-ce que je peux revenir en arrière? Peut-être pas quand même, hein? Non. Si, on va revenir en arrière. Ah ouais, mais ça va tout me saccager, tant pis. C'est 2 parce qu'on peut prendre F et C ou G. Alors on va regarder, ah ouais justement, c'est ça. Donc là ici on a dit, il y avait 3 sommets, c'était ça que j'écrivais, il y avait 3 sommets, et finalement l'optimum sur ça, on a dit c'est 1. Tu dis pour A, si je prends A, je vais enlever ça, ça, ça et ça, je me retrouve bien avec 3 sommets, comme on avait dit, et là par contre l'optimum, là il faut que j'en rechoisisse un de plus, d'accord, pour discuter. Donc par exemple, je sais pas, je vais choisir de discuter sur C, ok. Donc je prends, donc mon graphe c'est ça maintenant, je discute sur C, donc soit j'enlève C, soit j'enlève G. Il n'y a que 2 solutions, C ou un de ses voisins. Donc quand j'enlève C, je me retrouve avec, j'enlève aussi G parce que c'est son voisin, donc je me retrouve avec un graphe à un sommet. Quand j'enlève G, si je fais l'inverse, j'enlève G, j'enlève C, en fait c'est pareil, je me retrouve avec un graphe à un sommet, à chaque fois c'est F, d'ailleurs le sommet. Donc là l'optimum sur un graphe à un sommet c'est combien? C'est quoi le stade maximum d'un graphe à un sommet? C'est 1, ok. Du coup l'optimum ici c'est combien? C'est 2, parce qu'à chaque fois c'est 1 plus G ou 1 plus C. Mais de toute façon, en taille, ça fait 2. Ok, j'ai déterminé l'optimum sur 3. Il aurait fallu que je fasse pareil sur X. On casse tout. Donc ici, on vient de déterminer que l'optimum sur celui-là, c'est 2. Maintenant, je fais pareil sur X. Donc sur X, qu'est-ce qui se passait quand je mettais X? Je me retrouvais avec ça. Là, c'est plus intéressant déjà. Okay. Sur quoi je vais discuter? Donc je me retrouve avec un graphe qui a 5 sommets. Sur quoi je vais discuter? Je ne sais pas moi, vous avez envie de discuter sur quoi? Quel sommet? Sur C. Ok. Donc on discute sur C, donc je vais mettre soit C, soit G. Soit C, soit un de ses voisins dans le truc. Ok. Si je mets C, je vais enlever C et G. Je me retrouve avec un graphe à 3 sommets. Si je fais l'inverse, c'est pareil, d'accord? Je mets G et j'enlève C. Donc je me retrouve avec un graphe à 3 sommets. Dans les deux cas, le graphe à 3 sommets, c'est ça. Okay. Donc là, il faudrait redérouler l'algo sur ça, mais on l'a déjà fait. Et en plus, c'est évident quelque part, parce que sur un triangle comme ça, c'est quoi le maximum que je peux faire? C'est 1, d'accord? Donc le max pour ces deux graphes-là, de toute façon, c'est 1. Donc du coup, c'est quoi le max pour celui-là, l'optimum ici? C'est 2, c'est 1 plus 1, 1 plus 1. Voilà. Donc ça fait 2. Et je me retrouve avec... Parmi mes sous-problèmes initiaux, il y en a un qui je peux faire 2, il y en a un où je peux faire 2, il y en a un où je peux faire 1. Donc celui où je peux faire 1, quand je le remonte ici, ben, je fais plus 1, il va me faire 2 à ce niveau-là. Celui-là, il fait 2 plus 1, ça me fait 3. Ah, c'est mieux, je vais garder celui-là. Et celui-là, il me fait aussi 2 plus x, ça fait 3. Donc l'optimum ici, c'est 3. Voilà. Et c'est comme ça qu'on résout le problème. Ok? On va le refaire sur un autre exemple. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui. J'ai pas totalement compris. On part d'un élément du sommet, par exemple, on a pris X complètement à gauche. Ouais, celui-là on peut prendre ce qu'on veut. On regarde toutes ces. Une fois qu'on a fait notre sommet, on va déclarer que toutes les adjacences ne sont pas considérées comme étant en partie. Du coup, on va enlever. Non, tu vas trop vite. Non, tu as raté une étape. Quand tu as choisi un sommet sur lequel tu vas discuter, comme je dis, tu prends ton sommet X sur lequel tu discutes, la première étape c'est de dire, ce dont je suis sûr, c'est que dans le stade maximum, il y aura soit X, soit un de ses voisins. Donc je vais essayer toutes les possibilités. Soit je mets X, soit je mets ce voisin, soit je mets ce voisin, soit je mets ce voisin. Et
La deuxième étape, c'est ce que tu disais. À chaque fois que tu mets quelqu'un pour de bon dans le stable, que tu essayes de le mettre, tu as mis ce voisin de X, tu prends ce sommet, tu le mets dans le stable, tu enlèves tous ses voisins à lui. Parce que tu sais qu'ils ne peuvent pas y être dans le stable. Et paf, c'est fini. Tu as un graphe plus petit et tu recommences sur le graphe plus petit. Voilà. Et toutes les possibilités et les plusieurs petits sous-problèmes sont donnés par le fait que tu as plusieurs possibilités à essayer. C'est soit X, soit un de ses voisins que tu vas mettre dans le stable. Ça te fait plusieurs possibilités à essayer. Donc la réduction de la taille vient du fait que je mets quelqu'un dans le stable, je l'enlève du graphe et j'enlève aussi ses voisins. Voilà pourquoi le graphe il réduit de taille. Ok. Voilà, donc on prend la meilleure solution. Et maintenant c'est fini, on ne va plus choisir X comme on veut. Déterminer. L'algo il marche, si vous choisissez X comme vous voulez, mais si vous voulez avoir la bonne complexité en 1.45 à exposant n, il faut prendre X de sommet, un sommet de degré minimum. Donc, à un moment donné dans le graphe, pas dans le graphe de départ, dans le graphe où vous êtes, après beaucoup de réductions, vous avez un petit graphe, là-dedans, vous discutez sur un sommet de degré minimum. Vous ne discutez pas sur n'importe quel sommet. Okay. L'algo il marche, si vous discutez sur n'importe quel sommet, vous allez trouver l'optimum, mais le temps que va prendre l'algo sera plus grand que si vous discutez sur un sommet de degré minimum. Ok? Donc ça c'est pour la complexité. C'est pas pour la validité de l'algo ça. Ça c'est ce qui fait la validité de l'algo. Ça c'est ce qui fait la complexité en 1.45 à l'exposant n. Ok? On est clair là-dessus? Donc le truc essentiel à comprendre, en fait, on l'a déjà fait, c'est qu'il y a une structure arborescente de l'espace des solutions qu'on explore. On part du gros problème, qui est la racine de l'arbre, et on le casse à plusieurs sous-problèmes, qui sont ses fils dans l'arbre. Et pour chacun des fils, on refait la même opération. On va le casser en plusieurs sous-problèmes. Ok ? Donc là, regardez sur ce petit graphe, on le fait en plein. Là, au moins, on va pouvoir voir l'arbre en plein. Vous voyez, le sommet sur lequel on discute à chaque fois, c'est celui qui est entouré par un nuage au lieu d'un rond. Donc là, ils ont discuté sur A. Et regardez qu'ils ont pris soin de prendre un sommet de degré minimum. A, il est de degré 1, il n'y a pas plus petit dans ce graphe. Donc ils ont discuté sur A. Du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soit ils vont mettre A dans le stable, soit ils vont mettre B, le voisin de A. Il n'y a que deux possibilités. Okay. Donc là, c'est la branche où ils ont choisi de mettre A dans le stable. Donc ils ont enlevé A, ils ont enlevé ses voisins, B. Il reste quoi? CDE. Voilà, ils sont avec le graphe CDE. Ici, c'est la branche où ils ont décidé plutôt d'enlever B. Donc ils ont enlevé B et ses voisins, A, C, D. Il reste quoi? Il reste que E. Maintenant, il faut résoudre le problème sur chacun de ces plus petites instances. Donc je prends celui-là. Là, il faut que je prenne pour discuter un sommet de degré minimum. Il y en a deux. Il y a C et il y a E. Ils ont choisi C. Là, le choix n'a pas d'importance. L'algo, du coup, va donner la même complexité. La validité sera pareille. Ils ont choisi de discuter sur C. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils doivent mettre soit C, soit D dans le graphe. C'est ce qui est marqué là. Ça, c'est la branche où ils ont mis C dans le stable. Là, c'est la branche où ils ont mis D. Si je mets C, j'enlève son voisin, D. Je me retrouve avec un graphe qui n'a qu'un sommet, E. Si je mets D, par contre, dans la branche où je mets D, j'enlève ses voisins, CE. Je me retrouve avec un graphe vide. Ok, ici je fais pareil, il y a un graphe à un sommet. Il n'y en a qu'un du coup que je peux prendre, c'est E. Et je me retrouve avec un graphe vide. Ici c'est pareil, j'ai un graphe à un sommet, je le prends et je me trouve avec un graphe vide. Donc la solution optimale ici, c'est 0. D'accord, le graphe est vide. Ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Eh bien, c'est tout. 0. À chaque fois, quand je remonte sur une arête, j'ai mis un sommet de plus dans le stable. D'accord? C'est l'arête où j'ai mis E. Donc ici, si c'est 0 ici, ici c'est 1. Si c'est 0 ici, cette branche va donner... Alors, je vais le faire mieux que ça. Si c'est 0 ici, cette branche va donner 1, qu'elle donne à son père. Si c'est 0 ici, l'optimum, cette branche, ce qu'elle fournit comme optimum pour son père, c'est 1. Donc lui, chacun sélectionne le meilleur parmi tous ses enfants. Il n'y en a qu'un ici. Donc pour lui, sa solution optimum, c'est 1. Il va la donner à son père. Mais son 1 devient 2 quand on traverse l'arête, parce qu'on rajoute un sommet, le sommet C. Donc lui, ce qu'il fournit comme solution à son père, c'est 2. Lui a fourni 2, lui a fourni 1. C'est quoi le mieux? C'est 2.
Donc lui, la solution optimum pour le pair, c'est 2. Ici, lui, il a fourni 0. Donc il arrive ici, il fournit 1, parce qu'il rajoute un sommet en traversant l'arête. Lui, il sélectionne le mieux parmi ses enfants. Il sélectionne donc le 1. Sa meilleure solution, c'est 1. Il va la donner à son père. Quand il la donne à son père, il rajoute 1, parce qu'il y a un sommet de plus sur l'arête. Lui, son 2, il va le donner à son père. Quand il la donne à son père, il rajoute 1, parce qu'il y a un sommet de plus sur l'arête. Donc lui, là, la racine, elle reçoit de ses enfants une solution à 3, une solution à 2. Ben, elle prend la plus grande, la solution à 3. Et l'optimum sur ce truc, c'est 3. Si je veux savoir comment est formé le stable à 3, ben, je prends, alors je retrouve le truc à l'envers. Le 3 là, qui vient de là, il est venu de cette branche. C'était parce que cette branche 2 donnait plus. Donc elle est venue au départ de cette branche. Donc je suis parti d'un ensemble vide, j'ai rajouté E, C et A. E, C et A. Oui, c'est vrai, c'est un stable. C'est le stable maximum dans ce truc-là. On ne peut pas faire mieux que 3. Okay. Donc on a la cardinalité, mais on a aussi la composition du stable en suivant les arêtes à partir des feuilles et en regardant sur chaque arête c'est quel sommet que j'avais choisi de mettre dans le stable. Okay. Il marche comme ça l'algo. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Par contre, pour l'algo, par exemple, avec un nœud E, les nœuds E, par exemple, il n'y a qu'un seul nœud ici, mais pourquoi on continue à descendre? Est-ce qu'on peut s'arrêter simplement pour lui qu'il n'y a qu'un seul nœud, qu'il n'y a pas de lien? Oui. Plutôt que de descendre jusqu'à un moment où c'est vide, parce que du coup, si jamais on... Non, la question que pose votre camarade, c'est est-ce que je pourrais m'arrêter quand il n'y a plus qu'un sommet dans le graphe? Oui, je peux m'arrêter à n'importe quel graphe dont je connais la solution. Okay. Donc je pourrais très bien dire que je m'arrête quand il n'y a plus qu'un sommet. Mais ceci dit, regarde ici, tu vois, dans cette branche-là, il n'y a aucun endroit où il n'y a qu'un sommet. Donc de toute façon, de temps en temps, tu vas descendre jusqu'au graphe vide. Sur le graphe vide, ça peut vous paraître bizarre, mais il y a une solution sur le graphe vide, c'est 0. Donc oui, les cas terminaux, on peut les mettre où on veut, on peut couper les branches un peu plus tôt, mais ça ne change pas le fond de l'histoire. Okay. Ça ne change pas le fond de l'histoire. Donc on peut revenir à un seul cas de base, qui est le graphe vide, et ne pas s'arrêter avant d'avoir un graphe vide, et ça, quelque part, ça simplifie la chose, parce qu'il n'y a qu'un cas d'arrêt. D'autres questions sur ça? Non? Ok, alors continuons. Alors, pourquoi l'algo, est-ce qu'il est correct déjà? L'algo il est correct parce que je dis on couvre tous les cas. En fait c'est un peu court comme explication. L'algo il est correct à cause de la proposition 2, où en effet j'ai dit de toute façon il y a soit x soit un de ses voisins dans le stable. Et j'ai regardé tous les cas. Et pour chacun des cas, j'ai trouvé le maximum. Donc oui, ça c'est bon, j'ai couvert tous les cas. Il y a un dernier truc peut-être qui est à voir, qui est que moi j'ai résolu le même problème sur le petit graphe réduit. Là aussi, il y a quelque chose à dire. C'est-à-dire, j'ai résolu le problème du stable maximum sur le petit graphe réduit. Okay. Donc ça, il faut voir que, en fait, c'est une propriété aussi qui est importante dans la validité, c'est que si je prends un sommet dans le stable, que j'enlève ce sommet et ses voisins du graphe, le reste du stable sur le reste du graphe, il est aussi maximum si mon premier stable est maximum. Donc voilà pourquoi je peux me restreindre à chercher les stables maximum dans les sous-problèmes réduits. D'accord ? Donc il y a ça aussi qui entre en jeu dans la correction de l'algo. Il y a le fait que quand vous avez un stable maximum, vous formez le graphe, vous enlevez un sommet du stable maximum et ses voisins, ce qui reste du graphe et ce qui reste du stable, c'est un stable maximum dans ce reste de graphe. Okay. Donc voilà pourquoi nous on a fait ça, on a résolu le stable maximum sur tous les restes. Okay. Et du coup on a bien résolu le problème en regardant tous les cas, grâce à la propriété 2 qui nous fait notre disjonction de cas.
Ça, c'est pour la correction. Pour la complexité, vous allez voir que ça dépend du nombre de nœuds dans l'arbre. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette structure arborescente, c'est parce que toute la complexité, elle va venir uniquement du nombre de nœuds que j'ai appelé Tn dans l'arbre. Donc Tn, soyons précis sur ce que veut dire Tn. Tn, c'est le pire nombre de nœuds possible dans l'arbre de récursion avec une instance de taille n. C'est le pire nombre possible avec une instance de taille n. Okay. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour traiter chaque nœud de l'arbre, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je prends le sommet de degré 1000. Okay. Ça, je peux le faire en grand O de n. Ensuite, pour chacun de ces voisins, je vais aller former le graphe réduit. Ça, je prétends que ça se fait en temps grand O de n plus m. D'un coup, j'en suis moins sûr. Ça se fait c'est clairement grand O du degré fois n plus m. Je suis pas, bon, en fait, on s'en moque un peu parce que le polynôme, on va l'enlever. Ce qui nous intéresse, c'est la complexité exponentielle. Peut-être c'est un peu plus gros que ça. Peut-être c'est grand O fois du degré fois n plus m. J'en sais rien. En tout cas, on a un traitement polynomial, clairement, sur chaque nœud. Aller enlever chaque voisin de x et les voisins de ce sommet-là du graphe et reformer le nouveau graphe, c'est polynomial. Okay, c'est très simple. C'est peut-être plus quadratique que linéaire, mais bon. Donc au final, sur chaque nœud, je vais payer un truc polynomial. Je n'aurais pas dû rentrer dans le détail du n plus m. Je vais payer un polynôme de n. Et il y a t de n nœuds. Donc je vais payer au final p de n fois t de n. Ok. Ici, le polynôme, j'ai mis que c'était n plus m. Donc la question que je me pose, l'exponentielle, elle va venir du t de n. C'est t de n qui peut être exponentielle. D'accord ? P de n, c'est un polynôme fixé. Donc la question que je me pose, c'est ce t de n, il peut être exponentiel à quel point ? Donc moi, je veux juste savoir maintenant combien je peux avoir de nœuds au pire dans l'arbre de récursion pour une instance à n sommets. Faisons l'analyse. Donc là, on fait l'analyse de complexité de l'algo. Si vous ne captez pas cette partie, c'est pas très grave. Mais je prétends que c'est vraiment pas très dur. Que si vous prenez la peine là, de vous accrocher aux arguments, vous allez voir que c'est assez simple d'arriver à ça. Quand on branche sur un sommet x de degré d, d'accord, ça veut dire j'ai sélectionné x pour discuter, un sommet de degré minimum, qui est de degré d. D'accord, il a des voisins, il y a x et il y a ses d voisins. Je vais obtenir des graphes qui ont, quand j'enlève x, quand je mets x dans le stable, j'aurai un graphe qui a moins un sommet parce que j'ai enlevé x et moins d de ses voisins parce que j'enlève aussi ses voisins. Quand j'enlève le voisin de x qui s'appelle y1, j'enlève y1 et j'enlève aussi les d de y1 voisins de y1. Okay, ça c'est le degré de y1, le nombre de voisins de y1. Ça c'est le nombre de voisins de x. Pour y2, j'aurai un graphe à n moins d de y2 moins 1 sommet. 1 pour y2 et d de y2 pour ses voisins. Parce que j'enlève à chaque fois le sommet et ses voisins. Ok, donc je fais ça. Vous voyez que là, j'ai combien? J'en ai d plus 1 de graphes. Okay, j'en ai un comme ça, et puis après j'en ai 1, 2, 3 jusqu'à d. Celui où j'ai enlevé x, et celui où j'ai enlevé y1, celui où j'ai enlevé y2, celui où j'ai enlevé yd. Ok, mais rappelez-vous que x, il est de degré minimum. Ça veut dire en particulier que pour n'importe quel de ses voisins, son degré, il est plus grand que d. Ok, donc là, j'ai d de y1 qui est plus grand que d. J'ai d de y2 qui est plus grand que d, puisque moi j'ai choisi x de degré minimum. Ok. Je dis t de n, c'est monotone. Ça veut dire que je prétends que t de n est inférieur ou égal à t de n' si n est inférieur strictement à n'. Est-ce que vous le voyez ça? Pourquoi c'est monotone?
pouvez pas le voir parce que je l'ai mal exprimé en fait. J'ai dit T de n, c'est le pire nombre de nœuds dans l'arbre pour les instances de taille n. En fait, c'est pas ça en général qu'on fait. C'est pour les instances de taille O plus n. Ok ? Pour les instances de taille plus petite que n. C'est ça la vraie définition. T de n, c'est le pire nombre de nœuds dans l'arbre sur toutes les instances de taille O plus n. Ben, du coup, T de n', il y a toutes les instances de taille plus petite que n', donc en particulier, il y a toutes celles qui sont n et plus petit que n. Donc le pire sur les instances de taille plus petite que n', en particulier, il est pire que le pire sur les instances de taille O plus n. Donc c'est bébête, c'est dans la définition que c'est forcément monotone ce truc. D'accord ? Évidemment, je prends le pire sur un domaine qui est de plus en plus grand, donc le pire il est de plus en plus grand. Okay. Oui ou non ? Sûr ? Oui ? T de n, c'est le pire nombre de nœuds dans l'arbre de résolution. Ouais, dans l'arbre de récursion. Je vais l'écrire, ouais. Je vais l'écrire en extension parce que c'est le pire, donc ça veut dire le plus grand. Hein. Je vais marquer le pire égale le plus grand. Nombre de nœuds dans l'arbre de récursion. Donc l'arbre de récursion, c'est l'arbre que je vous ai dessiné à chaque fois pour résoudre le problème. Sur les instances de taille inférieure ou égale à n. Sur les graphes qui ont O plus n sommets. Donc le pire sur les graphes qui ont O plus 1000 sommets, c'est pire que sur les graphes qui ont O plus 999 sommets. Okay ? Voilà pourquoi c'est monotone. Au plus le nombre de sommets grandit, au plus je calcule le pire sur un domaine qui est grand, parce qu'à chaque fois il inclut les domaines précédents. Ok. Donc vu que T de n est monotone, oui, donc j'ai que T de n, ça va être quoi ? Il y a combien de sommets au pire ? Ben, il y en a un pour la racine, ça c'est la racine. Dans la branche où j'ai n moins d moins 1 sommet, au pire, il va y en avoir combien de sommets dans l'arbre de récursion ? Ben, au pire, il va y avoir t de n moins d moins 1. Dans la branche où j'ai n moins d moins 1 sommet, il va y en avoir au pire t de n moins d de y1 moins 1. Mais je vous rappelle que ça, alors attendez que je ne m'embrouille pas, à l'intérieur là, vu que le degré est plus grand que d, ça c'est plus petit que d, et donc ça, par monotonicité, c'est plus petit que t de n moins d moins 1. Okay ? Parce que ça, c'est plus petit que ça. Parce que ça, c'est plus grand que ça. d de y1 est plus grand que d. Donc n moins d de y1 moins 1 est plus petit que n moins d moins 1. Et par monotonicité de t, t de n moins d est inférieur à t de n moins d moins 1. Donc voilà pourquoi dans la majoration de tn, j'ai remplacé tous les n moins d de y1, n moins d de y2 par n moins d. C'est plus petit que ça. Et donc là, il y en avait combien ? Il y en avait d, pour chacun des d voisins de x. Donc je me retrouve avec cette énorme somme. Mais du coup, elle se simplifie, c'est 1 plus combien de fois ce truc-là ? Ben, d plus une fois. d plus une fois, t de n moins d plus 1. Maintenant, je pose d plus 1 égale s, ici. Je l'écris donc plus simplement comme ça. C'est ça mon équation de récurrence. Ça, c'est la récurrence avec laquelle j'espère borner t de n. T de n est plus petit que 1 plus s fois, elles ne servent à rien les parenthèses, hein, 1 plus s fois t de n moins s. Alors, là, c'est là que je fais en premier lieu une approximation. Là, je ne vais pas pouvoir tout vous prouver non plus. C'est que je vais supposer, je ne fais pas une approximation, je fais une supposition. Je vais supposer que tous les sommets sur lesquels je branche dans l'algorithme ont degré d. Ça veut dire que le nombre de branches est toujours le même. Ce qui n'est pas vrai en général, d'accord ? Parce qu'ils ont des degrés différents. Les sommets de degré min que je trouve
à différents moments de l'algo. Mais s'ils avaient tous le même degré, on pourrait résoudre t de n en utilisant cette équation de récurrence, parce que t de n est plus petit que 1 plus s fois ce truc-là, mais ce truc-là, du coup, c'est plus petit que 1 plus s fois t de... attendez. 1 plus s fois t de n moins 2s. D'accord? Qui est plus petit, du coup, que 1 plus s fois t de n moins 2s, c'est plus petit que quoi? C'est plus petit que 1 plus s fois t de n moins 3s, etc. Et quand vous déroulez ce truc-là, vous vous retrouvez avec ça. Avec 1 plus s carré, d'accord? 1 plus s, plus le s fois s ici, ça va faire s carré, et etc. Et le dernier terme, à chaque fois, vous faites moins s. n moins s, n moins s, n moins s, n moins s. Donc vous le faites combien de fois? N sur s fois. Donc vous retrouvez que cette somme de 1 plus s carré jusqu'à s à l'exposant n sur s. Vous utilisez la série géométrique, la somme des termes d'une série géométrique, ça c'est une série géométrique de raison s, ça vous donne ça comme formule, d'accord? 1 moins la raison à l'exposant le nombre de termes sur 1 moins la raison. Et ce machin-là, c'est quoi la taille de ce machin-là? Mais ça, là, c'est la taille de ça, en fait. C'est la taille de ça, et ça, c'est s fois s n sur s. Donc il y a un s là qui est constant, que je fais passer à la trappe, et je me retrouve avec ça. Avec grand taux de s à l'exposant n sur s. Donc j'ai réussi à majorer ça, Tn. Si je branche toujours sur des sommets de degré D, ça se comporte comme ça. Ok. Moi, la question que je me pose, c'est quoi le pire de la taille de ce truc-là en fonction de S? Eh bien, on étudie la fonction. Oui. J'ai posé ici, c'est D plus 1. J'ai fait le changement parce qu'il y avait deux fois, il y avait partout D plus 1, je ne voulais pas traîner D plus 1, j'ai appelé S. C'est le degré min plus 1. Donc regardez, ce truc-là, je me demande quelle est la taille de ça, je le réécris, c'est S à l'exposant 1 sur S, le tout exposant n. Je me demande quelle peut être la pire base de l'exponentielle, pour S qui vaut combien. Donc ça y est, j'ai trouvé là que c'était un exo exponentiel, ok? C'est un machin exposant n. Et c'est quoi ce machin? C'est S à l'exposant 1 sur S. Et là, ce que je me demande, c'est en fonction de D, de S du coup, du nombre du degré minimum, ça va être quoi le pire de la valeur de ce truc-là? Ben, j'étudie la fonction qui à S associe S à l'exposant 1 sur S, elle a 7 têtes. Et moi, ce que je vais l'utiliser que pour S qui vaut des entiers. D'accord? Pour S qui vaut 1, 2. Donc si S vaut 1, ça veut dire que le degré minimum c'est 0, il ne peut pas être plus petit que ça. Si S vaut 2, ça veut dire que le degré minimum c'est 1, etc. Et je regarde donc pour les entiers 1, 2, 3, 4, etc. Et je regarde quelle est la pire valeur. Mais la pire valeur, elle est atteinte pour 3. À peu près là. Et elle vaut, ben, du coup, ça fait 3 à l'exposant 1 tiers. Et 3 à l'exposant 1 tiers, si vous ne me croyez pas, ça fait 1,45 à peu près. Ça va faire un peu moins de 1,45. 3 à l'exposant 1 sur 3, ça fait 1,44. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de dire 1,45 au lieu de 1,44 ? C'est juste pour la rigueur de dire que je suis en grand taux de ça. Okay ? Donc je prends un truc un peu plus gros pour majorer. Voilà, on a prouvé le truc. On a prouvé le truc presque. Parce que j'ai fait une petite supposition. J'ai supposé qu'on ne branchait que sur des sommets de degré D. Alors là, je vais invoquer le Dieu Tout-Puissant des maths et ne pas les faire pour vous expliquer pourquoi en fait c'est vrai de manière générale. Parce que là, moi, le point faible dans mon truc, vous voyez qu'on peut tout faire à la main quasiment avec des outils assez simples. Le point faible, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait comme si l'algo il branchait toujours sur un sommet de degré D. D'accord ? La formule de récurrence, je l'ai fait toujours pareil pour des constants. Ça, c'est pas vrai. Mais il se trouve qu'en fait,
ce qui est vrai d'un point de vue mathématique, c'est que la complexité, la T de n, le T de n, le nombre de nœuds dans l'arbre, je peux le majorer par le nombre qu'il y en aurait si à chaque fois je faisais le pire branchement possible. D'accord ? Le branchement qui donne la plus mauvaise majoration dans la formule de récurrence. Et nous, on a vraiment sélectionné ça. On a sélectionné le pire, D égale 3. D'accord ? Donc, en effet, ce n'est pas toujours le même. Des fois, ça va être, on va brancher avec D égale 2, des fois avec D égale 3, des fois avec D égale 4. Mais le pire, si c'est toujours le même, c'est D égale 3. Et en fait, quand on mixe, le pire, c'est pas pire que si on faisait toujours pareil avec le pire des cas. Donc là, je vais dire autrement. On vient d'expliquer que si l'algo branche toujours sur un même degré, le pire, c'est quand il branche toujours sur D égale 3. Mais nous, on ne va pas toujours brancher sur D égale 3, on va brancher sur D égale 2, sur D égale 4, sur D égale 3 des fois. Ça, c'est toujours mieux que si on branche toujours sur D égale 3. Parce que D égale 3, c'est le pire. Oui. C'est D égale 3 ou S égale 3 Ah oui, non, t'as raison, non, pardon, autant pour moi. J'ai dérivé là. C'est pas D égale 3, c'est S égale 3, t'as raison. C'est S égale 3 et du coup ça veut dire D égale 2, pardon. C'est sur S qu'on a fait la discussion, ouais. C'est une erreur ça. Ok. Donc ça veut dire D égale 2 en fait. Donc le pire c'est S égale 3. Quand on mixe les S entre eux, c'est toujours mieux qu'avoir toujours le pire. C'est ça qu'apprennent les maths. Ok ? Donc notre analyse, elle est quand même vraie, même si je ne suis pas capable de vous démontrer cette partie-là de la validité. Alors, maintenant, je voudrais que vous sachiez comparer, parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc du coup, quand on fait du branching, de manière générale, on classe le problème en plusieurs sous-problèmes de taille plus petite. Alors, des fois, ça va être comme ça, par exemple. Des fois, votre règle, elle va vous dire, à chaque fois, vous êtes capable de casser le problème en... J'ai peut-être fait un peu gros là. Vous allez être capable de casser le problème en 3 sous-problèmes de taille n-2. Des fois, vous allez être capable de casser le sous-problème en 4 sous-problèmes de taille n-2. Des fois, vous allez être capable, votre règle vous dira, vous allez casser le problème en 3 sous-problèmes de taille n-3. On va faire moins 3, moins 3. Donc ça, c'est différentes règles de branchement. Je voudrais savoir lequel est le plus efficace. Vous préférez quelle règle parmi les 3? Je vais leur donner des numéros. Je vais les appeler A, B et C. Vous préférez que l'algo que je vous donne, il branche toujours comme A, toujours selon la règle B ou toujours selon la règle C? Toujours selon C? Pourquoi? Ben voilà, exactement. Donc il y a deux choses qui sont faciles. C'est pas toujours facile de comparer entre eux les règles de branchement, d'accord? Là j'ai pris des cas qui sont comparables. Mais il y a deux trucs au moins qui sont clairs. C'est que c'est mieux d'avoir, si les sous-problèmes ont la même taille, comme entre A et B, c'est mieux d'en avoir moins à traiter. D'accord? Moins de sous-problèmes à traiter, et de toute façon ils ont la même taille. Donc A, c'est clair que c'est mieux que B. A est mieux que B parce que moins de sous-problèmes. Et l'autre règle qui est facile à appliquer, c'est que entre A et C, c'est C qui est mieux parce qu'il y a le même nombre de sous-problèmes, mais les sous-problèmes sont plus petits. D'accord? Donc C est mieux que A parce que il y a les sous-problèmes plus petits. Ok? Alors par contre, des fois, c'est pas facile à comparer parce que si je vous dis par exemple, c'est quoi qui est le mieux?
c'est de brancher 3 fois sur n-2 ou de brancher 2 fois sur n-3. C'est quoi qui est le mieux? Ben là, c'est pas facile de décider comme ça. Parce que... Oui, tu as raison. T'as raison. Ce qui est la question devient plus intéressante si je mets le n-2 ici et le n-3 ici, c'est ça? Donc là c'est pas facile à comparer. Sinon, oui, en effet, sinon c'est pareil. Il y en a un qui a moins de sous-problèmes et ils sont plus petits. Là, ici, justement, celui-là, il a moins de sous-problèmes, mais ils sont plus gros. Celui-là, ben, du coup, il en a plus, mais ils sont plus petits. Alors, l'un dans l'autre, c'est sur lequel que je gagne le plus. Voilà, on ne sait pas. C'est pas facile à prédire. Ok ? Donc, ces deux règles de comparaison simples, malheureusement, elles ne me permettent pas de traiter tous les cas, de comparer tous les branchements possibles. Ok ? Du coup, le cadre général, encore une fois fourni par les maths, qu'on ne va pas faire, c'est les équations de récurrence de Tn. En fait, on peut les systématiser, pas faire la petite analyse qu'on a faite ensemble. Il y a un outil qui écrase tout et qui dit, voilà, c'est ça la majoration qu'on obtient pour ce style de branchement. Pour ça, on forme ce qu'on appelle le branching vector. C'est une information résumée de ça là, que je vous dessine à chaque fois. Ce que je mets dans le vecteur, c'est pas le n, c'est combien j'ai gagné de sommets. Ok ? Donc dans la première branche, je fais moins T1 au nombre de sommets. Dans la deuxième branche, je fais moins T2. Dans la troisième branche, je fais moins T1. Vous résumez le truc par le branchement, c'est ça. Il y a combien de branches ? Il y en a R. Et vous gagnez combien dans chaque branche ? C'est ça une règle de branchement. Okay ? Et c'est variable dans un algorithme. C'est pas toujours le même branchement. Ça dépend, d'accord. Ça dépend de la règle, ça dépend du degré, etc. Le branching factor, c'est la majoration que ça vous donne en alpha à l'exposant n. C'est quoi le alpha que ça vous donne? En fait, ça, les maths disent qu'il faut résoudre l'équation de récurrence suivante. C'est que Tn, bien sûr, il est plus petit que T de n moins T moins 1. Ça, c'est le nombre de sommets dans la première branche, plus le nombre de sommets dans la deuxième branche, plus le nombre de sommets dans la rème branche. Et ce que nous apprend les maths, c'est qu'en fait, pour résoudre ça, pour avoir le alpha, il suffit de trouver... Le alpha, c'est la seule racine réelle de ce polynôme. Vous avez déjà vu ça pour les équations des récurrences de degré 2. Vous avez fait ça, d'accord? Normalement. Normalement, pas sûr. Et voici, vous avez dû faire ça quand même en maths, à un moment donné. Okay, on sait les résoudre, les équations, les récurrences d'ordre 2. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre? Il faut trouver la racine réelle de ce polynôme. Il n'y en a qu'une, c'est ça que disent les maths, il n'y en a qu'une de racine réelle, elle s'appelle alpha, et bien c'est exactement la majoration qu'on cherchait tout à l'heure. Voilà le alpha que ça vous donne. Donc pour chaque règle, ça c'est pour une règle de branchement, ça vous donne un alpha. Dans votre algorithme, vous devez regarder tous les branchements possibles que vous allez appliquer, chacun ont leur alpha, et ce que vous disent les maths, que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, si vous prenez le pire des alphas, le plus gros, c'est garanti qu'en mixant les branchements, vous ne pouvez pas être pire que le pire des alphas. Okay. Donc pour chaque règle de branchement, nous dans notre cas, pour chaque degré possible, ça vous donne un alpha, vous prenez le pire des alphas, et vous pouvez tranquillement majorer Tn par le pire des alphas à l'exposant n, le plus gros des alphas à l'exposant n. C'est ce qu'on a fait en cherchant, nous, que notre plus gros des alphas, il était obtenu pour s égale 3 ou d égale 2. Okay. Donc c'est comme ça, en pratique, que quand on fait des algos de branching, on voit de suite s'ils sont bien ou pas. On regarde les règles de branchement que ça nous donne, et en fait, vous savez ce qu'il y a carrément? Il y a des tables de vecteurs de branchement. Donc, vous pouvez savoir dans des tables que si vous branchez en 2, 3, 3, 4, vous avez alpha qui vaut tant. Et donc, vous jouez, quand vous designez l'algo, vous jouez à essayer de faire des règles de branchement qui vous donnent dans les tables les meilleurs alphas possibles. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on fait des algos de branchement le plus efficace possible. Tout ça dans le but de faire réduire le alpha, de faire réduire l'exponentielle. Ok, nous, on a réussi à faire 1,45 à l'exposant n. Donc voilà, le gros truc, c'est que si vous mixez les branchements,
en fait, vous n'êtes pas pire que le pire des alphas de tous les branchements que vous utilisez, si vous mixez les branchements dans l'arbre. Ce qui est un peu raisonnable, parce que c'est un nombre de nœuds dans l'arbre. Si à un moment donné, vous utilisez, il y a une règle qui vous produit le plus de nœuds quand vous l'appelez de manière récurrente, si vous mixez avec des règles qui vous produisent moins de nœuds, ben, le nombre de nœuds que ça vous produit, c'est pas pire que la pire règle. Bon, j'insiste pas là-dessus. Remarque finale sur l'algo. Un truc que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on soit capable de dire, ok, mais bon, on a fait beaucoup de calculs, on a vu comment marchait l'algo, donc c'est bien, ça faudra vous en rappeliez. Mais à la fin, pourquoi ça marche? Donc on est parti d'un truc brute force, où j'ai numéré tous les ensembles de sommets. Et là, j'ai fait un truc plus fin. Qu'est-ce qui fait qu'au cœur du truc, je gagne du temps? Oui? Là, on a pris des graphes qui sont compatibles. Ça veut dire quoi? On énumère pas tous les ensembles de sommets, on énumère que des stables. Pourquoi? C'est quoi le mécanisme qui fait ça? Quand vous énumérez tous les ensembles de sommets, c'est vraiment très bête. Parce que vous prenez n'importe quel ensemble et après vous allez regarder si c'est instable. Ben non, c'est pas instable. Donc vous avez perdu beaucoup de temps à passer sur des trucs qui ne sont pas instables. D'accord? Là où on gagne du temps, c'est qu'on ne va passer, en faisant ce système de branchement, on explore aussi beaucoup de possibilités. En fait, on les explore toutes, on fait une disjonction de cas. Mais là où elle est moins bête, c'est qu'en effet, elle ne passe que sur des stables. Pourquoi? Parce que quand je décide dans une branche que je mets tel sommet dans le stable, j'enlève ses voisins. Alors que dans le premier truc, j'ai regardé plein de fois le cas où il y avait ce sommet et puis un de ses voisins. J'ai dit, ah non, c'est pas instable, hop, je le jette. Donc voilà pourquoi je perdais 2 à l'exposant n temps. Ici, on gagne par rapport à ça. Si vous regardez bien, l'algo, il est même plus fort que ça. Il ne vous donne pas juste un stable maximum, il vous donne tous les stables maximum. Parce que notre disjonction de cas, elle oublie personne. Donc, vous avez tous les stables maximum. Je crois même ne pas trop m'avancer en disant qu'en réalité, on a tous les stables maximaux pour l'inclusion. Okay? Notre règle, elle est basée sur ça. Elle est basée sur le fait qu'il est maximal pour l'inclusion. Donc, je pense qu'on a tous les maximaux pour l'inclusion, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais je veux savoir si j'ai tous les maximaux. Parce que j'ai les maximums, donc c'est une partie des maximaux. Est-ce que j'ai tous les maximaux? Je crois que oui. Par notre règle, elle est encore valable pour les maximaux. Notre règle qu'on a utilisée, c'est-à-dire que pour un maximal pour l'inclusion, c'était sûr qu'il y avait soit x, soit un de ses voisins dans le stable. Donc on a même tous les maximaux. Par contre, ce n'est pas vraiment un algo d'énumération, parce que dans un algo d'énumération, on veut chaque objet. Donc là, on pourrait s'en servir pour énumérer carrément les stables maximum ou maximaux, ce qui est d'un grand intérêt aussi en pratique. Des fois, on ne veut pas seulement la taille de la meilleure solution, on veut toutes les meilleures solutions possibles. Parce que peut-être vous avez un autre critère pour choisir parmi ces meilleures solutions pour le stable, laquelle vous plaît le plus. Donc vous pouvez de voir toutes les solutions possibles. Là où ce n'est pas un truc efficace pour un algo d'énumération, c'est qu'en fait, vous les voyez plusieurs fois, chacun. Okay. Est-ce que j'ai un exemple pour vous montrer ça, pour qu'on se quitte là-dessus? Dans quel exemple on peut les voir plusieurs fois chacun? Ben, en fait, si vous mettez, par exemple, vous décidez de mettre ce sommet, par exemple sur le cycle, je pense que ça va se voir. Ok, attendez, est-ce que ça va se voir sur le cycle? Décidez de mettre ce sommet, vous enlevez ça. Si on a un cycle à 6, Ouais. on va faire les deux plus larges qu'à les... Alors, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'essaie de trouver un exemple dans lequel on les insère dans un ordre différent dans le stable, mais au final, on insère les mêmes. Ouais, aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça me saute pas aux yeux là. Au niveau d'après, on peut choisir dans les 3 qui restent, Ouais. pour les 3 qui sont connectés à ceux qu'on a parlé. Ah oui, il y a une branche où je vais décider de... Non, même pas, si. Je suis obligé de mettre celui-là. Ouais. Dans ce problème, on a 3 du bas. Si on les appelle 1, 2 et 3, si on fait... Ah non, attendez, ouais, non, on est sur une fausse piste, je crois. Là où ça va se voir, c'est sur ça. C'est si je décide de mettre lui, donc je fais la discussion sur X qui est ici.
je décide de mettre lui, je vais aussi explorer le cas où je décide de mettre lui. Et dans le cas où j'ai décidé de mettre lui, plus tard, je vais vouloir mettre lui. Et dans le cas où j'ai décidé de mettre lui comme voisin de x, plus tard, je vais mettre lui. C'est pas très clair mon truc là. Si vous discutez sur x, vous allez avoir 3 branches. Une branche où vous mettez x, une branche où vous mettez a, une branche où vous mettez b. D'accord ? Dans la branche où vous mettez a, vous enlevez ça et ça, mais plus tard, c'est encore une possibilité de mettre b. Et dans la branche où vous enlevez b, vous enlevez ça et ça, mais plus tard, c'est encore une possibilité de mettre a. Donc en fait, que vous suiviez la branche par ici ou par ici, elle va vous donner le même stable. Ok ? Donc voilà pourquoi on les retrouve plusieurs fois. Les stables. Oui ? Si, mais justement, ça se produit pas quand... regarde, c'est pas dans la branche où je décide de mettre x. C'est à chaque fois, quand je discute sur x, je mets soit x, soit un de ses voisins. Donc il y aura la branche où je mets son voisin a, et il y aura la branche où je mets son voisin b. Quand je mets son voisin a, j'enlève x et celui-là. Ok ? Donc, mais j'ai pas enlevé b. Donc b, il y a encore. Donc c'est pour ça, il fallait pas prendre l'exemple où j'enlève x lui-même, mais l'exemple où j'enlève son voisin. Oui. Ça change rien pour l'exemple, on n'est pas censé faire ça sur des graphes. Ah non, il y a des cycles, hein. Il n'y a pas d'arête multiple, mais il y a des cycles. Ah d'accord. Ah oui, c'est des graphes généraux, mais il n'y a pas d'arête multiple, mais si, il y a des cycles, bien sûr, il y a des arrêts dans tous les sens et tout ça. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte ? Pas de questions ? Donc oui, maintenant qu'il y a tout le monde, je vous rappelle ce que je disais au début, c'est que la semaine prochaine, donc on fera un petit test sur table d'environ 20 minutes au début du CM. Donc soyez à l'heure, assurez-vous que vos camarades qui ne sont pas là ou qui n'ont pas eu le mail, etc. sont au courant. Petit test de CC pour tout le monde au début à 8h du prochain CM. Oui. Vous avez dit qu'il fallait apprendre des CM, mais parfois aussi apprendre des démonstrations. Oui, les démonstrations, ça fait partie des CM. Après, la question, en général, je ne vais pas vous interroger sur les démonstrations. En général, ça peut arriver, je me réserve le droit, mais ce n'est pas le genre de choses sur lequel je viens normalement. D'accord ? Par contre, pour vous, pour la compréhension, oui, c'est à ça que je pense. Il faut que vous compreniez les démonstrations. Elles ne sont pas toutes à égalité. Par exemple, là, la démonstration de complexité, elle n'est pas fondamentale. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas.